précise que je n'ai pas couvert Beslan, contrairement à ce que Anne-Laure a dit tout à l'heure. J'étais correspondant de Paris Match aux États-Unis à cette époque-là, mais Paris Match, mon journal, avait fait la couverture avec Beslan. Ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est qu'on avait été critiqué à l'époque, je m'en souviens très bien, parce que cette couve était particulièrement difficile. C'était une mère qui prenait son enfant dans les bras et avait un regard complètement hanté. Et quand on fait des couves comme celle-ci, c'est-à-dire qu'on va les qualifier de couves news, enfin, en lien avec l'actualité très forte, souvent ça donne lieu à des commentaires, etc. Et voilà. C'était un dossier très très fort. Et certaines images que je revois ici me rappellent cette époque-là. Nice, évidemment, le Bataclan. Voilà. Moi, pour compléter, pour un petit peu me différencier et en même temps compléter ce qui a été dit, ce qui me paraît être intéressant, je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait que, sur qui fait ça, en fait. Quel est... je vais pas en faire un dossier exhaustif, sinon on pourrait en parler pendant des heures. Anne-Laure a évoqué l'émirat du Caucase. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de vous donner quelques points qui permettent d'expliquer justement pourquoi le djihad international, justement, comment il s'est constitué, et les rapports entre la France et la Russie par rapport à ce djihad international, puisque on se rappelle, on se rend compte finalement que c'est cette expérience djihadiste qui a à peu près une quarantaine d'années. On peut dire globalement qu'elle est née avec la constitution de groupes internationaux autour de l'invasion russe d'Afghanistan. Ça a été un peu le début, avec une forme d'appel qui a été fait par un certain nombre de leaders et qui se sont cristallisés autour des moudjahidines afghans au départ, dans un contexte particulier de guerre froide. Mais c'est au départ je dirais l'origine de ce djihad international, c'est-à-dire d'un rassemblement de combattants qui décident d'aller faire la guerre sainte à un pays, en l'occurrence au départ la Russie, coupable d'avoir traversé la montagne, d'avoir envahi un pays musulman qui était l'Afghanistan. C'est en se mettant dans leur façon de fonctionner. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ce djihad, qui au départ était soutenu par les Américains, puisque les Américains ont armé ces mêmes moudjahidines. Je me souviens particulièrement d'un entretien que j'ai eu aux États-Unis quand j'étais correspondant avec un personnage qui s'appelait Michael Scheuer, qui était le chef de la CIA à Peshawar à l'époque de la guerre en Afghanistan. Et quand vous lui discutiez avec lui, j'ai été dans sa cuisine et il me racontait un peu ce qu'il faisait à l'époque. Il me dit « When we were arming the Mujahideen », c'est-à-dire quand on armait les Moudjahidines, il vous le dit, et il vous explique que Ben Laden à l'époque n'était pas quelqu'un qui était désireux de collaborer avec l'Occident, mais il lui fournissait des armes, il lui fournissait un certain nombre d'équipements. Il n'y avait pas de contact direct avec Ben Laden, mais il était considéré comme un allié faisant partie d'une stratégie, et l'objectif des Américains de la CIA à l'époque, c'était de tuer du Russe. Donc il n'y avait pas de mauvais ennemis, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que de cette expérience est ressorti Al-Qaïda, qui a été évoqué tout à l'heure. Al-Qaïda qui, en arabe, veut dire la base, mais pas du tout la base dans le sens de la base secrète où on complote, etc., mais plutôt la base de données. Il s'agit des compagnons qui ont fait le djihad avec Ben Laden, dont en gros on a gardé les adresses pour s'en servir un peu plus tard. Donc c'est la constitution d'une véritable matrice djihadiste internationale, avec une conception justement internationale, qui est un peu différente de l'État islamique. On va venir sur l'État islamique après. Évidemment, dans cette guerre afghane, après, ce qui est intéressant, c'est que les Américains, ayant armé, d'une certaine façon, vaincu les Russes, même s'il y a beaucoup à dire sur le retrait russe d'Afghanistan, qui s'est quand même fait relativement en bon ordre, et les Russes ont laissé sur place environ pendant 4 ans un gouvernement, celui de Najibullah, qui fonctionnait avec une armée d'environ 400 000 hommes, un réseau d'universités, etc. Ils ont laissé un Afghanistan dans
dans un bien meilleur état, je peux vous le dire, puisque je viens de passer 10 jours à Kaboul, dans un bien meilleur état que les Américains le laisseront. Bref, au bout de 4 ans, les groupes armés et puis surtout l'effondrement du RSS faisant qu'il n'y avait plus de possibilité de financer l'Afghanistan est tombé en lambeaux. Les talibans sont arrivés et les talibans ont accueilli Ben Laden, qui était un petit peu en disgrâce partout, après être passé par le Soudan, s'est fait chasser d'Arabie Saoudite. Intéressant cette façon dont les talibans accueillent Ben Laden, parce que à ce moment-là, Ben Laden va retourner son djihad contre ses anciens alliés américains. C'est-à-dire que, et ce qui va déterminer ce volte-face de Ben Laden et de son groupe, c'est la présence des troupes américaines pendant la première guerre du Golfe sur la terre des deux mosquées, en Arabie Saoudite. C'est insupportable pour Ben Laden de voir des infidèles fouler cette terre. Et à ce moment-là, Ben Laden déclare le djihad aux États-Unis. Ça va être les attentats de Nairobi, de Dar es-Salaam, l'affaire de l'USS Cole. Donc il va y avoir, voilà, ça va être les premiers gros attentats d'Al-Qaïda. Et ensuite, évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, le 11 septembre. Donc je fais cette petite parenthèse pour arriver à une autre, évidemment, au cœur de notre sujet. On a évoqué Beslan avec Ingouchi. Moi, je vais vous parler des Tchétchènes. On sait qu'on a fait la différence, on sait qu'il y a une différence, mais il s'agit des peuples du Caucase, il s'agit des Géorgiens aussi, je vais évoquer les Géorgiens. Ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, la guerre de Tchétchénie et les guerres qui vont ensanglanter cette région, les deux guerres de Tchétchénie vont être particulièrement intéressantes. Elles vont être intéressantes dans la perspective de l'internationalisation du djihad. Je fais une petite parenthèse sur le traitement de l'islam. On évoque la France et on évoque la Russie. Le traitement de l'islam dans ces deux pays n'est pas du tout le même. La Russie, je prends une phrase volontairement provocatrice, mais la construction d'une mosquée n'est pas un tabou en Russie. En France, ça pose un problème. Alors, c'est des relations anciennes, des relations de confrontation. La guerre d'Algérie, évidemment, est à considérer dans le ressenti d'un certain nombre de populations musulmanes en France aujourd'hui, évidemment le ressenti des pieds noirs également. Donc il y a une construction, il y a une approche de l'islam dans la société française qui est confrontationnelle, qui n'est pas du tout le cas en Russie et évidemment dans les anciennes républiques, notamment les républiques musulmanes du sud de la Russie, qu'elles fassent partie de la fédération ou qu'elles soient indépendantes. Ce qui est intéressant, c'est que l'islam est assez encadré en Russie, ce qui fait qu'il y a une forme d'islam d'État, vous prenez l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, etc. Mais cet islam a provoqué quoi? Il a provoqué, notamment la reprise en main de la Tchétchénie par Kadyrov, une expulsion des éléments les plus radicaux. Ces éléments les plus radicaux, notamment à la fin des guerres de Tchétchénie, ont été chassés. Poutine a dit clairement il faut traquer les terroristes jusque dans les chiottes, et il l'a mis à exécution. Alors il a été intelligent, c'est-à-dire que dans la deuxième guerre de Tchétchénie, il s'est appuyé sur Kadyrov, qui faisait partie d'une des factions, pour justement remporter, parce que sinon c'était une guerre qui semblait ingagnable. Et les résidus des combattants se sont d'une certaine façon regroupés dans les zones périphériques, au Daghestan notamment. Il y en a eu qui sont venus en Afghanistan, il y en a eu qui sont partis à l'étranger, ce qui a créé chez le Tchétchène, d'une certaine façon, une sorte de desperado du djihad international. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu une cause quelque part, que ce fut Al-Qaïda et surtout l'État islamique, on va le voir après, les Tchétchènes ont été... D'abord, c'était des combattants fabuleux, ils étaient extrêmement formés, extrêmement déterminés. Ce qui est intéressant, on a parlé de la petite piqûre de rappel sur qui étaient les Tchétchènes, qu'on a redécouverte à la faveur de l'affaire de Dijon. On a découvert que c'était des gens qui, à l'étranger, étaient capables de se rassembler, étaient capables d'aller venger quelqu'un, étaient capables d'avoir des liens très très forts entre eux, y compris en Europe, et que... Voilà, donc c'est cette particularité tchétchène qu'on va retrouver dans le djihad. Et dès qu'il y a une opportunité, on retrouve énormément de Tchétchènes. Alors j'en viens justement à l'État islamique. Quand l'État islamique se constitue,
il va y en avoir un certain nombre qui vont venir en Irak dans la période 2003 où on est toujours Al-Qaïda. C'est le premier Al-Qaïda en Irak, donc, qui est fondé par Abu Musab al-Zarqawi, qui à l'époque est quasiment un concurrent de Ben Laden sur le terrain. Il a gagné ses lauriers. Alors il a gagné ses lauriers pour plusieurs raisons. D'abord parce que Colin Powell, en utilisant n'importe quel prétexte au nom du gouvernement Bush pour intervenir en Irak, a dit il y a des terroristes en Irak et il y a ce Zarqawi qui a des contacts avec Saddam Hussein. Saddam Hussein a donc des contacts avec le 11 septembre et donc Saddam Hussein, il faut l'éliminer. En gros, il y a une construction par les néoconservateurs, par Cheney et son équipe, je ne vais pas rappeler tout dans le détail, mais globalement il y a eu une construction d'une marche à la guerre dans laquelle Zarqawi tout à coup le nom de Zarqawi a été prononcé à la tribune de l'ONU. Vous savez que pour ces groupes qui se reconnaissent entre eux, qui s'évaluent, qui se jaugent, qui sont souvent rivaux, dès qu'un terroriste est mis évidemment en lumière, en particulier par Colin Powell à la faveur de la tribune de l'ONU en février 2003, eh bien, tout à coup, ça devient quelqu'un d'auréolé quand l'ennemi, quand le kuffar vous désigne comme un chef important, évidemment, vous montez dans la hiérarchie. Alors que Zarqawi, à l'époque, n'était à la tête d'un petit groupe qui s'appelait Ansar al-Sunna, qui était un petit groupe de djihadistes perdus au Kurdistan. Mais il était physiquement présent en Irak, et donc c'était convenable de tordre les faits, comme on l'a fait beaucoup à l'époque, avec des fioles rappelant les armes bactériologiques, etc., etc. Je conseille d'ailleurs le film Vice, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui explique justement comment Cheney a monté tout ça, et c'est très intéressant, sur la puissance d'un plus grand vice-président peut-être de l'histoire des États-Unis, en tout cas le plus puissant. Et donc Zarqawi, lui, va développer, ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, il va reprendre les méthodes de Ben Laden, mais en faisant directement transiter en Irak, en prônant la révolution, en fait, en tout cas le djihad dans un pays, l'Irak, profitant de la présence américaine, et en faisant transiter par la Syrie déjà, grâce à des réseaux qu'il avait, notamment un de ses alliés qui deviendra très puissant, on va en reparler, dans l'État islamique qui s'appelle Abu Mohamed al-Adnani, qui lui est syrien d'Alep, et qui va justement faire tout ce réseau de transition entre la Syrie et l'Irak de combattants étrangers. Je précise, puisque bon, là on est dans les procès du Bataclan qui vont s'ouvrir, mais on a vécu le procès de la famille Merah, et vous n'avez pas oublié donc Abdelkader Merah, peut-être plus important d'ailleurs que Mohamed Merah dans la pensée, dans la nocivité que cette famille a pu créer. Abdelkader Merah était dans les réseaux Artigat, qui étaient eux-mêmes des réseaux pour fournir des combattants en Irak à l'époque, pour faire le djihad contre les Américains. Donc Zarqawi, lui, va perfectionner cet usage du combattant étranger, cet usage systématique du kamikaze. Voilà. Zarqawi n'est pas tchétchène, hein, il est géorgien, mais il est jordanien. Mais il va se constituer une garde autour de lui dans ce qui va ensuite évoluer en l'État islamique, puis l'État islamique d'Irak et du Levant. Donc ce groupe tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, eh bien Zarqawi va attirer un certain nombre de combattants étrangers en mettant en valeur ce combattant étranger. Zarqawi n'a absolument pas la puissance intellectuelle pour développer ce qui va être développé avec l'État islamique, c'est-à-dire la communication. On reste dans je dirais, un déploiement primitif militaire extrêmement perfectionné, mais au niveau de la communication, bon voilà, c'est des explosions, c'est la capacité de déclencher 6 attentats suicides dans 6 civils d'Irak à quelques secondes d'écart, chose qui impressionne beaucoup les Américains, notamment les services de renseignement américains. Ici, comment les mecs arrivent à se coordonner. Ah oui, ils ont un fonctionnement horizontal, alors que les Américains ont un fonctionnement par silo, c'est-à-dire qu'il y a la CIA qui pose d'un côté, et ensuite le GSOC de l'autre, le FBI, etc. Et sans se coordonner réellement. Donc il va y avoir une revue complète de la façon dont on fait la guerre à ces types par les Américains, en prenant exemple de ce qu'eux-mêmes font.
Donc on s'aperçoit que Zarqawi, par exemple, a beaucoup d'avance sur sa façon d'utiliser les téléphones portables, notamment pour communiquer. Il a innové beaucoup de choses, mais il n'a pas cette connaissance, cette puissance. C'est un voyou à la base, quelqu'un qui a vécu en prison une partie de sa vie, proxénète à ses débuts et tatoué d'ailleurs. Il a raconté qu'on l'appelait l'homme vert quand il était en prison et que pour prouver qu'il était devenu un bon musulman, il s'est enlevé ses tatouages à l'acide. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un d'assez déterminé. Bref. Pour revenir sur cette guerre d'Irak et l'enfer dans lequel les Américains vont se trouver prisonniers, progressivement, il y a plusieurs étapes, mais on va revenir au cœur du problème, c'est-à-dire le problème tchétchène qu'on va retrouver assez rapidement quand l'État islamique va décliner vers les années, dans sa première version 2008, 2009, 2010, parce que les Américains vont proposer aux sunnites irakiens un deal pour les protéger des chiites, qui sont la puissance gouvernante en Irak. Et donc les Américains vont faire un accord avec les sunnites, et les sunnites, c'est on vous protège, vous êtes minoritaires, vous étiez les rois sous Saddam, vous êtes minoritaires maintenant, puisque c'est les chiites qui ont le pouvoir, on va vous protéger, vous inclure dans l'Irak nouvelle, mais en échange, vous nous donnez Al-Qaïda et vous nous donnez tous les groupes terroristes, ce que les sunnites vont faire. Donc pendant la période, je vous dis 2008-2010, c'est une hécatombe parmi les chefs djihadistes, très peu en réchappent. Zarqawi est éliminé en 2006, et puis un certain nombre de ses adjoints. Adnani, lui, va survivre, et un autre personnage un peu plus obscur, lui, va survivre, c'est Abu Bakr al-Baghdadi, qui va devenir plus tard le chef de l'État islamique. Il va survivre. Il va se passer quand les Américains vont se retirer d'Irak en 2010, et bien là, il y a une sorte d'appel d'air qui se fait, c'est-à-dire que les chiites décident de brimer les sunnites, ce qu'ils n'étaient pas du tout obligés de faire, mais bon, ils le font, notamment avec le gouvernement de Nouri al-Maliki, qui prend vraiment des mesures de discrimination vis-à-vis de ce groupe ethno-religieux. Je ne parle pas des Kurdes, qui sont un peu différents, qui sont sunnites aussi, mais qui ne sont pas arabes. Donc les sunnites, les arabes sunnites vont se retrouver déclassés, considérés comme citoyens de seconde zone, et d'une certaine façon, c'est de là que va naître l'État islamique tel qu'on le connaît, avec sa dimension internationale qui va progressivement se nourrir de la guerre civile syrienne à partir de 2011, et c'est là qu'on a un afflux de combattants étrangers considérable. Alors, afflux de combattants étrangers considérable, on va avoir, je vais vous donner quelques chiffres, les agences de renseignement américaines estiment que 43 000 volontaires sont venus dans l'État islamique, 43 000 de 120 pays différents. Parmi eux, 250 Américains et surtout 7 400 Occidentaux. Et parmi ces contingents, je vais retrouver le contingent tchétchène et russophone. Poutine l'estime à 7 000. On dit, en fait, voilà, il est entre 5 000 et 7 000. Ça veut dire des Tchétchènes, des Ingouches, des Daguestanais et aussi un certain nombre de Géorgiens. Notamment leur chef, alors c'est assez paradoxal, qui est Abou Mohamed al-Shashani, il a eu jusque le titre de ministre de la guerre de l'État islamique. Alors il est très intéressant, il porte le titre de al-Shashani, ça veut bien dire, il est géorgien et il porte le titre de al-Shashani. Pourquoi? Parce que les Géorgiens, ça, au niveau de l'État islamique et au niveau des djihadistes, c'est le top, quoi. C'est les types qui sont capables d'aller au sacrifice suprême, c'est eux qui encadrent, par exemple, dans l'État islamique, les forces spéciales de l'État islamique qu'on appelle les Ingimassi. Alors les Ingimassi, ça vient d'un hadith du Coran, c'est littéralement le combattant qui est capable, ça veut dire plonger, mais c'est le combattant qui est capable de se sublimer, c'est-à-dire d'attaquer et de se suicider au final pour tuer en se jetant dans la tranchée des ennemis. En gros, c'est ça que ça veut dire Ingimassi. Donc ça, c'est les forces spéciales de l'EI, et parmi eux, il y a énormément de Tchétchènes. Alors, on raconte des exploits incroyables de snipers tchétchènes restés 48 heures en haut d'un poteau sans se ravitailler, etc., jusqu'à se faire tuer. Enfin bref, ils sont, voilà, ce sont des
soldats qui sont capables pour tuer des soldats ennemis, de se tuer eux-mêmes. Donc, de façon intéressante, les Tchétchènes aussi vont développer, alors je ne sais pas, il faudrait voir avec les comparatifs avec la guerre de Tchétchénie, les guerres de Tchétchénie, je n'ai pas étudié cet aspect-là, mais l'utilisation des véhicules kamikazes. Le cœur de l'État islamique est composé d'Irakiens, d'anciens membres des renseignements de Saddam Hussein, d'anciens généraux, et puis des djihadistes irakiens qui ont fait d'une certaine façon la paix au nom du djihad et au nom de la lutte contre les Américains ou de la lutte contre toutes les autres puissances. Les Tchétchènes vont développer par exemple l'usage du véhicule suicide comme arme pour rentrer, pour pénétrer dans une forteresse. J'ai même retrouvé par exemple il y a eu des études qui ont été faites à West Point sur l'élément tchétchène dans l'État islamique et qui décrivent des assauts, par exemple, contre la fameuse division 17, la 17e division de l'armée syrienne qui occupait Raqqa. Très intéressant la division 17 parce que personne s'en est aperçu, mais enfin, très peu. Vous regardez la vidéo de revendication de nos terroristes du Bataclan et des terrasses et d'Abdelhamid Abaoud. La vidéo de revendication, elle se passe elle est filmée, elle est tournée à Raqqa, donc au nord de Raqqa, dans les locaux de la base de la division 17. Et cette division 17, elle a été prise par des Tchétchènes. Elle a été prise par des Tchétchènes au début de la guerre, pendant la prise de Raqqa, de façon très intéressante. Il y a quatre, donc il y a Est, Ouest et Nord-Sud, et sur les trois versants, Ouest, Est et Nord, vous avez trois unités tchétchènes qui attaquent la division. Les soldats syriens, alors en tout c'est 123 hommes, hein, qui vont prendre 123 combattants de l'État islamique. Et ils vont avoir le dessus sur 500 soldats syriens. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'ils font donc une attaque sur les trois flancs, laissant une possibilité de retraite aux soldats syriens, et au niveau du flanc sud, véhicule suicide. Sidération, état de sidération des attaques de ceux qui défendent la forteresse, et on en profite pour rentrer. Ils vont même perfectionner leur technique, c'est-à-dire que à partir du véhicule suicide, et ça d'autres groupes djihadistes le feront, hein, comme Jaish al-Islam, etc., au niveau de leur combat avec l'armée syrienne. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a le véhicule suicide, qui est une espèce de truc avec des plaques de tôle, qui est au départ un pick-up amélioré avec des plaques de tôle, qui a une puissance ravageuse quand tout le TNT explose. Et ensuite, on a un deuxième véhicule qui arrive, qui lui aussi est blindé, et qui transporte les combattants qui vont aller à l'intérieur de la forteresse, et à ce moment-là prendre la forteresse. Donc c'est ce qui s'est passé à Raqqa au niveau donc des membres de la division 17 pour la prise de cette... Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Tchétchènes ne s'arrêtent pas à l'édification et à la mise en pratique d'opérations militaires au sein de l'État islamique pour des objectifs de conquête de l'État islamique. Ils vont exporter ces techniques pour des attentats à l'extérieur, mais avant, je vais revenir sur un élément quand même très important, qui est, et c'est là où la coopération avec les Russes, parce que les Russes connaissent très bien tout ça, les Russes ont une capacité, et je vous donnerai cet exemple d'un terroriste en particulier, ont une capacité de pénétration de ces groupes parce qu'ils les observent depuis très longtemps, et leurs services de renseignement sont capables d'aller très très loin dans une sorte de jeu qu'on peut avoir avec les terroristes jusqu'à les manipuler. Ils sont très très forts là-dessus. Ce qui s'est passé, c'est que, donc, je reviens sur un des personnages que je vous ai cité plus tôt, donc Abou Moussab al-Adnani, le compagnon de Zarqawi, qui lui va devenir le chef de la propagande de l'État islamique. Donc c'est lui qui va amener, avec d'autres, toute cette propagande incroyable, cette mise en lumière de l'horreur, qui provoque finalement, qui va donner un avantage,
au niveau psychologique à l'État islamique. C'est-à-dire que quand l'État islamique arrive quelque part, les gens ayant vu les vidéos, les égorgements, etc., ils ont déjà gagné quoi, dans la tête Donc ils ont provoqué ça et ils ont utilisé évidemment, et ça c'est pas de leur faute, c'est la réalité de l'instant, mais c'est toujours intéressant de vivre les guerres d'aujourd'hui. Nous on a souvent tendance à vivre les guerres d'hier ou à les reproduire. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé les réseaux sociaux. La puissance de développement des réseaux sociaux explique, pour une part, la croissance et la capacité de l'État islamique à se développer et à aller jusqu'à conquérir un pays, donc un califat, qui a fait la taille de l'Angleterre avec environ 10 millions d'habitants quand même. À l'apogée de l'État islamique, à peu près en 2014, fin 2014, l'État islamique contrôle un pays de la taille de l'Angleterre. Donc, avec des ressources, voilà, une gestion incroyable aussi de ces ressources. Je ne vais pas revenir dans les détails, mais je vais revenir sur un épisode en particulier. Donc, Abu Musab al-Adnani, lui, va être à la tête donc, de la propagande et il est à la tête de ce qu'on va appeler Amn al-Shaharij, qui sont le bureau des opérations extérieures. Ce qu'on appelle c'est là où on va recruter dans l'État islamique un certain nombre d'individus, des Inghimassi en particulier, donc qui vont filtrer un certain nombre de gens. Il va être composé d'Irakiens, de Libyens, ce bureau, mais aussi de Tchétchènes. Et en fait, ce Amn al-Kharij, qui veut dire donc, le bureau des opérations extérieures, va recruter notamment les personnages qui vont faire le Bataclan. À ce niveau-là, on a quand même quelque chose qui est extrêmement investi par les Tchétchènes aussi, donc ils se retrouvent avec d'autres djihadistes, mais on est dans l'exportation de la guerre. Et je vous donne l'exemple d'un combattant assez intéressant qui s'appelle, attendez, je vais revenir sur, voilà, qui s'appelle Ahmed Chatayev, donc qui lui n'est pas tchétchène, il est géorgien, mais qui fait partie depuis 2003 il est sur la liste russe des terroristes les plus recherchés. Alors, Chatayev, c'est le concepteur d'un attentat particulièrement réussi, qui est l'attaque de l'aéroport le 28 juin 2016, l'attaque de l'aéroport Atatürk à Istanbul, attaque non revendiquée, puisque l'État islamique revendiquait tous ces attentats sauf en Turquie. Il y a toujours eu un truc très bizarre, mais effectivement, on sait qu'ils ont perpétué des attentats sur le sol turc, et que la goupille, la grenade tchétchène, combattants étrangers que la Turquie utilisait en laissant allègrement les combattants, notamment occidentaux, franchir ses frontières, s'est un peu retourné contre Erdogan assez rapidement, et ils ont compris que là aussi, un peu comme les Saoudiens avec Al-Qaïda, on ne pouvait pas jouer avec le feu éternellement. Cet attentat, il est très spectaculaire. Pourquoi il est très spectaculaire? Parce qu'il y a 3 kamikazes qui arrivent pour faire cet attentat. Il y en a un premier qui se regroupe au niveau, qui va agir au niveau du parking à l'extérieur de l'attentat. Il y a beaucoup de monde. Et il arrive et boum, il se fait sauter au milieu du parking. Il y a des voyageurs qui sont là. Les forces de police de l'aéroport, qu'est-ce qu'elles font? Elles se regroupent à l'extérieur pour essayer de prendre contrôle de la zone, de voir ce qui se passe, etc. Et pendant ce temps, un deuxième terroriste, lui par contre, attaque le bâtiment central. Donc il n'y a plus de police dans le bâtiment central, mitraille un certain nombre d'individus à la façon d'Ataclan, et ensuite va s'approcher du portique de sécurité, jusqu'à se faire exploser au moment d'arriver sur ce portique, où il y a quand même quelques gardes, etc. Ça va créer évidemment une ouverture. Un troisième terroriste en fait, c'est une véritable conquête de l'aéroport. Et ils vont faire 150 morts, ou un truc comme ça, ou 200 morts. Donc c'est, 3 individus particulièrement entraînés, qui se déploient et qui font un attentat, pas n'importe quel attentat, qui font une véritable attaque de l'aéroport avec 3 personnes, un peu à la mode, à la façon dont ça se pratiquait au niveau de la guerre en Syrie. Donc c'est intéressant parce que ce Chatayev en question va utiliser, comme Abdelhamid Abaoud, et d'autres, tous
les faiblesses de l'Occident. C'est-à-dire que comme il est évidemment sur la liste russe des terroristes recherchés, il va demander l'asile politique à un moment à l'Autriche. Et il va résider en Autriche pendant un certain nombre d'années. Au départ, il collabore avec les services de renseignement géorgiens. Alors, il permet d'ailleurs de déjouer des attentats. Donc le type va très loin dans le gain de confiance avec... et puis finalement, les services géorgiens un jour débarquent et il est là avec des terroristes. Donc ils se disent, ce mec-là est quand même pas complètement net. Et donc du coup, se sachant menacé, il s'en va et il trouve refuge comme réfugié en Autriche pendant un certain nombre d'années. Et puis on le retrouve à la tête d'une des trois katibas. Donc les trois katibas, c'est les groupes de combat tchétchènes. Il y en avait trois dans l'État islamique, qui s'appelle Yarmouk, qui est le plus important. Et voilà, on le retrouve à la tête de cette katiba de l'État islamique. Et c'est là où il va préparer, donc avec d'autres, ce type d'attentat. Je voulais vraiment vous donner ça parce que c'est des exemples très concrets sur la façon dont c'est... je les ai qualifiés de desperados du djihad. Oui, ils ont les compétences. Oui, ils peuvent transmettre aussi à leurs enfants et avoir. Je ne dis pas que le tchétchène est mauvais universellement, mais il y a quand même des prédispositions et quand même une capacité justement à servir de mercenaires un peu de ces causes islamistes un peu partout dans le monde. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que, en conclusion de tout ça, c'est qu'en sachant ce genre de choses, moi je n'ai qu'une partie du Pulse, j'ai écrit 2 livres sur l'État islamique, j'ai beaucoup enquêté, mais j'imagine qu'au niveau des services de renseignement français, il est évident qu'avec les services de renseignement russes, je ne dis pas qu'on aurait pu déjouer le Bataclan, mais d'abord savoir qui étaient, on évoquait tout à l'heure des gens dont on avait perdu la trace. Il n'y a pas que les services de renseignement russes, les services de renseignement syriens auraient sans doute qu'il y avait des relations très étroites avec les services de renseignement français précédemment. En 2011, on décide que Bachar el-Assad doit partir et qu'il faut couper tous les ponts avec le régime syrien. Il est évident que d'un point de vue du renseignement, c'est préjudiciable et que les Syriens combattant eux-mêmes l'État islamique sur le sol syrien avaient sans doute des choses à nous dire sur nos djihadistes à nous. On n'a pas eu ces renseignements-là. Il est probable qu'avec les Russes, la collaboration s'est probablement faite, puisqu'il y a des accords qui existent, mais qu'elle aurait pu être sans doute optimisée. Je ne dis pas qu'on aurait pu éviter le Bataclan, mais je dis que en tout cas, on aurait pu se mettre dans une relation qui nous permettrait, et en tout cas si on doit la développer à l'avenir, c'est évidemment vers ce genre de relation qu'on doit espérer aboutir, enfin qu'on doit aller, parce que il y a des gens, voilà, les Russes ont une certaine expérience, nous on a une expérience, et il est évident qu'il faut qu'on arrive à harmoniser et à essayer de lutter de façon conjointe. On ne peut pas tout faire avec les Américains. Les Américains partagent, mais parfois ils ne partagent pas non plus. Et il est évident que la communauté internationale, là, a un ennemi commun. Quand je vous disais que Daesh, pour terminer, a conquis à une époque un pays de la taille de l'Angleterre et a gouverné jusqu'à 10 millions d'individus, l'État islamique, moi j'avais écrit dans un de mes bouquins, l'État islamique, avec les ennemis que l'État islamique a, il n'a pas besoin d'amis. Pourquoi il n'a pas besoin d'amis? Tout simplement parce que chacun avait intérêt à ce que l'État islamique se développe pour emmerder l'autre. Les Kurdes avec les Turcs, les Américains avec les Russes, et en fait on se rend compte, les Syriens avec tout un tas de gens autour d'eux, et on se rend compte que finalement l'État islamique a grandi, jusqu'à ce qu'à un moment on se dise non c'est plus possible là, et il y a eu évidemment on est allé jusqu'à des Bataclans, etc., pour qu'on se dise il faut vraiment qu'on élimine ce fléau, et c'est plus possible de continuer. Et les Turcs ont joué avec le feu, je l'expliquais tout à l'heure, et comme les Saoudiens l'avaient fait avant, avec Al-Qaïda ou les talibans. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui,
On est dans une période Covid, c'est vrai que le terrorisme a un peu disparu, mais il est toujours là. Hein. J'entendais ce matin en écoutant France Info que 6 attentats avaient été déjoués en France dans les derniers mois, donc ça veut dire que nos services sont efficaces. Je pense qu'ils le seraient encore plus s'il y avait une plus grande collaboration avec ceux des Russes. Voilà, merci.